Tadam! Épisode 20, et mon nom est encore Martin Thomas Côté, et je suis encore avec Alan Lévesque et Patrice Riverain. C'est à se demander comment je fais pour les endurer depuis aussi longtemps. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Journée historique en ce 20e épisode, et aussi j'ai fait partie enfin d'un road trip des Injustes. Mes Injustes préférés, Pat, Alan, bonsoir! On y parle ça encore. Hey, là, c'est l'enfer, là. Excuse-moi, là, mais t'en as déjà fait un avec moi. Puis on en a fait un autre une fois, hein. Ben, Oui, Sean c'est vrai, Murphy. oui. Sean Murphy, Oui, ça Sean te dit Murphy, rien? effectivement. Mais là, je suis content, parce que d'habitude, vous allez toujours faire des choses ensemble, puis vous me laissez de côté, sur les lignes de côté. Parce Ben oui, qu'évidemment... puis on n'est pas allé voir avec toi Ready Player One. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On était je vous avais fait honte, je pense, dans la salle de cinéma de Jonquière. Ben, à cause de la Bolduc. Oui, effectivement, il y avait la sortie de la Bolduc en même temps. Je me demande d'ailleurs pourquoi on n'est pas allé voir la Bolduc. Ça aurait été probablement meilleur. Non, mais content de vous voir. 20e. Hey, c'est quand même, tu sais, on a fêté nos 1 an il y a pas longtemps. Là, c'est notre 20e épisode. J'espère que je me trompe pas dans la numérotation. Ben 20, Alan? Ouais, exactement, c'est 20. Bon, OK, excellent. Bonne chose. Donc, après 20 épisodes, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore du fun à le faire. Oh oui, on a encore du fun à le faire. Fait qu'on continue pour un autre 20. Yep. Excellent. Je te parlais de road trip. En fait, je vous parlais de road trip. On est finalement monté à Québec pour aller voir le film le plus détesté de l'histoire de l'humanité par les critiques. Le très, selon les critiques, mauvais, médiocre, comparé à Catwoman de Halle Berry. Le très mauvais Venom. Oublie pas Fantastic Four. C'est vrai, puis pas ceux-là de Jessica Alba, là. Non, on parle de l'autre avec le gars qui a viré fou en réalisant, là. C'était qui réalisait ça? Là? Je ne me même pas du souvenir. Ben, je sais pas, c'est le gars qui avait fait Chronicle. Qui était bon, Chronicle. Et avant de débuter... Attention, spoiler alerte. Attention, spoiler alerte. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas vu Venom, on va tous vous voler les punch. On va tous vous les donner. On commence tout de suite, on voit pas Spider-Man. Non, on commence tout de suite. Tom Holland et Spider-Man n'est pas dans le film. Il y a absolument aucun focal lien entre les deux. Il y a une référence au délit de l'aube. Quoi? Ah oui? Ben, à un moment donné, quand il parle à son ex-femme, elle lui dit qu'il a perdu sa job à New York au délit de l'aube à cause du coupable de niaiserie qu'il a fait. Oui, c'est vrai, effectivement. Oui, c'est le seul petit point qu'on pourrait noter par rapport à ça, je pense. Pour le reste, c'est un film qui se tient sur lui-même. Bon, avant de peut-être le décortiquer, votre impression générale, les gars, moi, quand j'ai vu la critique, j'étais inquiet. J'étais vraiment inquiet. J'ai fait comme, bon, j'espère qu'on fera pas un recul de 10 ans en arrière. Tu sais quoi, Halle Berry, c'est quoi? C'est 2002, 2003, 2004, dans ces années-là, à peu près, là, Catwoman. J'ai dit, j'espère qu'on ne reviendra pas à cette décennie où les films de super-héros se cherchaient un peu, là. Avant, tu sais, je pense qu'on dans l'âge des films de super-héros, là, modernes, parce qu'on exclut les Richard Donner, puis on exclut les Tim Burton, puis ces affaires-là qui se sont faites à la fin des années 80, début des années 90, mais je pense qu'il y a un pré-Iron Man et un post-Iron Man. Je pense. Ouais. Et on n'avait pas le goût de tomber dans le pré-Iron Man. Moi, c'était mon inquiétude. Après l'avoir vu, les gars, avez-vous l'impression que ce film-là doit être jeté aux poubelles avec les Catwoman et Fantastic Four de ce monde? Personnellement, moi, à ce que tu parlais, de l'avis des critiques, moi, ce qui m'avait semé un doute, c'est la journée que la critique du monde comme nous avait commencé à sortir, genre sur Rotten Tomatoes, tu avais un clash entre les critiques qui étaient à 31%, puis le public qui est à 89%. Je dirais qu'en partant, je savais que je me lançais d'un Suicide Squad. C'est soit que tu vas triper ou que tu vas détester le film. Donc, tu comparais ça un peu à Suicide Squad. Effectivement, ça fait que je savais que j'allais rentrer d'un film que j'allais avoir possiblement du fun, mais qui allait avoir des imperfections. Pat, quand t'es arrivé, t'as vu le film, t'as décanté, t'en penses quoi? Ben, en fait, moi, j'ai décanté tout le long du film aussi parce que là, vous pouvez l'entendre dans ma voix, avec la grippe et le rhume que j'ai, j'étais comme dans une espèce Dans ta propre symbiote. Moi, j'étais dans un casque virtuel de morve qui me tournait autour de la tête. Oh. Et j'ai voulu le partager, vous n'avez pas voulu. Ah, c'est super. Puis, je n'avais pas d'attente en tant que tel. Puis là, je me disais, bon, ben, soit Tom Hardy est poche comme il est capable parfois de l'être, ou soit Tom Hardy va être excellent, comme on l'a vu dans d'autres affaires, parce que, tu sais, il y a quand même du talent, le gars. Moi, j'ai aimé ça, là.
J'ai aimé ça, j'ai été content. Il y a des... Puis le plus cool, c'était vraiment l'interprétation même de Tom Hardy. Le film Eddie repose Brock. presque uniquement sur lui. Là. C'est sur ses épaules, c'est sur la façon dont il capote à cause du symbiote, cette espèce de dualité-là qui le fait sauter une taque, mais c'est génial. La ça. relation entre Venom et Eddie Brock, qui est menée par Tom Hardy, est selon moi la grosse force de ce film-là. S'il y a un point positif sur lequel je pense que tout le monde va être d'accord, c'est que Tom Hardy n'est pas à blâmer pour... Si vous trouvez que c'est mauvais, là, puis c'est pas mon cas du tout. Moi, j'ai été plus mitigé que vous autres parce que j'ai eu l'impression que la campagne marketing, puis même j'irais plus loin que ça, le processus où on a réalisé le film a été influencé par les réseaux sociaux, a été influencé par cette nouvelle façon de faire où les gens sont de moins en moins sûrs de ce qu'ils font. Et ça paraît dans le film quand le ton change, ça paraît s'ils ont coupé des scènes, ça paraît si ils voulaient aller à quelque part puis ils sont pas allés. Moi, le film, je l'ai vu en 2 temps. J'ai vu au départ un film qui se voulait très sérieux. J'ai vu un film qui se voulait très grounded et qui se voulait être un Logan beaucoup plus qu'un Deadpool. Et plus le film avançait, plus on s'en allait vers Deadpool sans l'assumer complètement. Et je pense que ça a été mal vendu, Alan. Je pense que ça a été mal vendu. Personnellement, ton point de vue, je le comprends très bien parce que si vous n'avez pas vu le film, de toute façon, on a dit qu'il y a des spoilers. Si on prend dans la bande dessinée là, de Spider-Man, Eddie Brock, c'est un gros fucking loser. C'est un douchebag. Ah oui, c'est un loser. C'est un véritable douchebag. Mais dans ce film-là, quand le film commence, je dirais qu'en partant, il y a un problème de pacing. Le film commence directement avec le symbiote qui s'écrase sur Terre avec la navette spatiale qui respecte qu'est-ce qu'il y a. Après, il nous présente le personnage de Tom Hardy, mais avec une espèce de séquence, je sais pas, des années 80 avec des temps fausses bandes dessinées. Des genres de fausses bandes dessinées, puis il nous présente Eddie Brock, reporter de San Francisco, hyper populaire, qui fait toutes ses runs en moto, qui a de l'air hyper cool. Là, tu fais comme, OK, ils sont en train de nous présenter un personnage qui est sérieux, qui est dynamique dans sa job, puis il sait où ce que ça va. Puis là, tu fais comme, OK, puis ils nous font ça rapide en 1 minute et demie. Oui, puis ça ressemble beaucoup à ce que Ang Lee avait fait avec Hulk en 2003. Exactement. Mais là, 5 minutes après, tu te rends compte que c'est un journaliste mauvais qui n'est pas capable de faire sa job. Là, tu fais comme, OK, là, il y a une cassure en partant là. Tu fais comme... Mais ça va au-delà de l'histoire, la cassure. Moi, c'est dans le ton. Parce qu'au départ, comme je t'expliquais, moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers un Logan. Justement, c'est ça. Mais ce que je te dis, le vaisseau qui s'écrase, c'est très sérieux. Oui. Il nous présente sa job, c'est très sérieux. Tu le vois faire sa première entrevue, ça commence à être tout croche. Oui. Puis là, le niveau humour commence à embarquer, puis tu fais comme, OK. Puis sans compter qu'aussi que les symbiotes sont écrasés, là, c'est dans les 30 premières secondes du film. Exactement. Ça va vite, là. Avant de revoir un symbiote dans le film, il n'y a pas loin, sérieusement, d'un 35 minutes minimum qui se découle. Ça fait que ça, c'est encore le problème d'une cassure où on essaie de commencer quelque chose qui est très rapide, mais après, une fois qu'on a fait ça, on vous met dans le bain des personnages, mais lentement. Puis ça, tu parlais de Hulk. Excellent référent pour ça. Quand tu vas voir Hulk, tu vas voir Hulk. Oui. Quand tu vas voir Venom... Tu veux voir Venom. Exactement. Ça fait que si tu attends trop longtemps pour présenter le personnage, tu risques de perdre ton audience. À moins que tu sois un génie du cinéma. Et là, je citerai des noms comme Steven Spielberg qui peut se permettre de faire un film sur les dinosaures où tu vois les dinosaures 20 minutes sur 2 heures. Ah, mais il était fucking beau, ces dinosaures. Oui, mais tu comprends que ça, c'est possible aussi. On comprend que c'est pas ça qu'on voulait. Mais moi, je blâme beaucoup le marketing de ce film-là. Et je sais pas si je dois blâmer la personne qui était en charge du marketing ou si je dois blâmer les réseaux sociaux d'être partis avec des bribes d'informations et d'en avoir fait des fake news. Parce que moi, Venom, là, j'avais l'impression que ça allait être 18 ans et plus, j'avais l'impression que ça allait être hyper violent, j'avais l'impression que ça allait être ultra sérieux, et je pensais qu'on avait une porte d'entrée pour Tom Holland. Moi, c'est avec ça c'est ça que j'avais en tête quand je suis entré dans le cinéma. OK, mais au niveau du ultra sérieux, le côté humour, j'ai réussi à le comprendre en repensant un petit peu au film, parce que Venom, à la base, il faut pas oublier que même si ça fait 35-40 ans que le personnage existe, le personnage n'a pas vraiment de personnalité puis il n'y a pas vraiment de backstory. Donc, tu travailles avec quelque chose de vide. Puis, sans compter que c'est un méchant, c'est un symbiote, c'est vraiment un parasite qui dévore du monde. Puis, en réalité, c'est vrai qu'il siphonne le jus qui est dans ton corps. Puis, une fois que tu es mort, ben, il va sauter sur un autre organisme. C'est juste qu'il y a une bonne symbiose avec Eddie Brock, puis je pense son cancer, là, ça fait un petit peu bizarre. Mais il ne fallait pas garder le personnage de Venom méchant. Ça fait qu'il a fallu qu'il crée une dualité avec un personnage qui était humoristique, puis avec un Venom qui avait un sens de la répartie. Il fallait qu'il rende
inacceptable, acceptable. Parce que Venom, au niveau de la violence, même en mettant un 13 ans et plus, on le voit manger des têtes, mais tu vois pas les têtes envolées avec plein de sang. Mais tu le vois, il en mange une couple. Mais il y a beaucoup d'humour rattaché à ça. Il y a beaucoup d'humour qui est rattaché à ça, parce qu'il fallait qu'il réussisse à doser ça. Il fallait qu'il prenne quelque chose qui est inacceptable, puis qu'il le rende acceptable, parce que sinon, c'est quoi? C'est à peu près comme quand tu travailles avec le Punisher. Il faut toujours que tu aies quelque chose qui va chercher dans... Il va toujours finir par tuer quelqu'un d'une façon qui soit fait, ça n'a pas d'allure, parce que ça te détache du côté qui est trop obscur puis qui est trop violent. Le méchant est encore une grande faiblesse. J'ai pas l'impression qu'on a eu un... Tu sais, l'espèce de gars qui est comme propriétaire d'une grosse patente de science, puis qui veut faire une cure contre le cancer, puis qui veut... Puis en passant, c'est vraiment les pires scientifiques de l'histoire. Là. Ça a l'air vraiment facile de rentrer là. Ah, c'est incroyable. Puis c'est le même méchant de papier mâché, poche, qu'on a depuis les méchants des films des années 50. Mm-hmm. Des pulp movies, puis des affaires de même. Là. Puis on a encore une fois, le héros et son contraire. Ouais, mais c'est ça. C'est un détail qui m'a sombrement tapé sur les nerfs. Tu sais... comme le premier Iron Man, c'est tout le temps ça. Hulk aussi. C'est le contraire. Là. Mm-hmm. Ça, là, ça suffit. Là. Mais je pensais qu'on avait fait le tour du jardin de ça. Là. Mais surtout que, moi aussi, je pensais qu'on avait fait le tour du jardin, jusqu'à ce que, dans une conversation privée, Alan me montre des images des BD originales de Venom où c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe dans le film. Ils sont pas allés le chercher à 50 000 à l'heure. Là. Ils n'ont pas inventé la roue là, en faisant ça. T'sais, le combat, il y a une espèce de combat quand même assez épique entre les deux. Mais moi, j'ai aimé ça, le combat, parce que le combat était à 4, était à 2 dimensions. T'avais les humains qui avaient une raison de se battre, puis les symbiotes. C'était important parce que j'ai été super surpris. Là. Ça m'a scié les jambes. C'était hyper fidèle. Je m'attendais pas à ça. Savez-vous à quel film ça m'a fait penser? Puis là, garochez-moi pas de roche. Là. Ça m'a fait penser un peu à Spawn. Oui. Ben, il faut pas oublier que Spawn puis Venom, sont indissociables parce qu'au niveau de la base de leur pouvoir, c'est exactement la même chose. Ça ressemble beaucoup, mais je te dirais même, j'irais plus loin que ça, au-delà des personnages qui se ressemblent, j'irais aussi dans le technique. J'ai trouvé que les effets spéciaux dans Venom étaient pas finis, étaient pas aussi léchés que ce qu'on est habitué de voir. Je trouvais que c'est pas cheap, mais limite. Tu sais, des effets spéciaux achetés chez Walmart. Okay. Là. Je vais y aller sur 2 temps. Là. Je vais juste faire la référence que Pat parlait tantôt. Là. Mm-hmm. Sur la BD de Venom, qu'on voit beaucoup de référents, là, c'est celle-là de Daniel Way qui est sortie en 2003. C'était un 18 numéros, c'était ultra court. Le côté facile à lire pour tout le monde? Effectivement, okay. Parce que c'est un stand-alone, parce que ça n'a même pas rapport avec aucune continuité. Donc, là. pas besoin de continuité, pas besoin d'univers. Effectivement, c'est juste que tu vas voir un côté avec le laboratoire avec des tests qu'ils font sur des gars qui ont des maladies mentales. Puis vraiment, le combo, ce que vous voyez, le symbiote, ça s'appelle des corps, puis les deux font face à face. Ça vient de ce BD-là aussi. OK. Puis tu parlais des effets spéciaux, là, qui avaient l'air un petit peu cheap ou tout. Ce film-là avait quand même la qualité puis l'allure qu'il y avait, là. Hein. On parle d'un budget de 100 millions de dollars. Ah, c'est pas beaucoup, c'est là. Des fucking peanuts pour un film de super-héros de nos jours. Là. Si on compare à quoi Avengers, qui est à 300 quelques millions. Là. Ah oui, puis voyez que chercher des films de DC là, qui sortent comme le cul, comme elles sont lettres, là, c'est du 200 millions montant. Là. Exactement. 100 millions, je savais pas, par exemple. C'est le film coûtait rien. Tout le monde pensait qu'il allait flopper. Il avait fait des prédictions de 50 millions en fin de semaine. Il a fait 80 millions en Amérique du Nord. Il s'est clenché un 125 millions mondial. Il est rendu à 205. Puis qu'en plein lundi là, d'Action de grâce, il s'est tapé un autre 9 millions en Amérique du Nord. Donc, il est rentable. Le film, il est déjà remboursé. C'est un succès. Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Parce qu'il y a eu des scènes d'après-crédit. Pour la suite, là, je veux rassurer tout le monde. Des 3 premières minutes du film, ils ont confirmé qu'il n'allait jamais faire le Wolfman. Je sais qu'ils ont parlé de Morbius et compagnie toute. Jameson, il est mort dans l'écrasement. Ça fait qu'il n'y a pas eu de side effect de la Lune. Il ne deviendra pas loup-garou. Bon, ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une excellente nouvelle. OK, parfait. Parce que moi, j'ai pas suivi ce bout-là dans Marvel. Là. Ouais, là, ça, c'est parce qu'on est dans la vieille mytho okay. du Rogue Squad de Spider-Man avec le Wolfman, avec tel autre personnage. Oui, c'était tous des petits in qui pouvaient apparaître, puis bon, comme des clins d'œil là, pour les fans. Mm-hmm. Mais tu sais, en même temps, en désamorçant tout ça à chaque fois, ça leur permettait peut-être. Puis là, bon, on est dans le fucking spoiler. Hein. Mm-hmm. Ça leur permettait d'aller chercher
le punch de la scène post-crédit. Ça m'amène, avant qu'on aille au post-crédit, on a parlé dans le dernier podcast, quel est l'intérêt d'un film du Joker sans Batman? Quel est l'intérêt d'un film de Venom sans Spider-Man? Est-ce qu'ils vous ont prouvé que oui, ça tient, oui, ça y va? Ben, moi, je considère encore, parce que tout à l'heure, pendant qu'on faisait notre pré-discussion là, de podcast, je considère encore qu'il y a un questionnement à se demander pourquoi est-ce qu'on a fait un film de Venom. Moi, je pense pas que c'était nécessaire. Même si j'ai apprécié mon divertissement, même si on a vu que le film est rentable, puis même si ça peut laisser présager qu'il va certainement avoir autre chose, parce que ça a bien marché, puis que ça marche bien, puis chapeau à Tom Hardy, je pense pas que c'était nécessaire. Parce que, même si je suis un geek de longue date, là, je suis votre vieux Gandalf geek là, de la gang, là, je commence à être écœuré, moi, des films de super-héros. Oh boy, ça va pas bien quand tu nous dis une affaire de même, là. Puis tu sais, puis en plus, comme je vous disais tantôt aussi, vu que Venom est quand même un personnage vide, oui, il y a eu quelques BD à travers le temps, mais tu sais, ça n'a jamais été des super grosses runs. Il y a bien des personnages qu'on n'a pas fait oui, avant Venom. Puis Venom est un look avant d'être un personnage. C'est une apparence. C'est une apparence. Ça fait que... Puis tu sais, le monde accroche beaucoup là-dessus, puis il est très populaire à cause de ça, mais si tu demandes au monde, pourquoi tu tripes sur Venom? C'est quoi ta meilleure histoire? Ils vont faire Slow, ce qui fait puis il sort la langue. Mais Venom souffre un peu du même problème que, par exemple, chez DC avec Superman, Doomsday, à qui on a tenté tellement souvent de faire des backstories, mais qui tiennent pas, qui lui collent pas, puis que dans le fond, son seul et unique but, c'est d'être capable de tenir tête à Superman. Oui, effectivement. En plus, même avec les symbiotes, je pense qu'il avait sorti une seule bande dessinée dans l'histoire où il parlait de la planète des symbiotes. C'est comme un stello. Oui, effectivement, mais... Puis je pense qu'il n'y a plus jamais eu de référence, vraiment. Peut-être dans le Venomverse qui est sorti dernièrement, il y en a reparlé de ça, mais c'est obscur. Ça date des années 80, la planète des symbiotes qui ont parlé là-dedans. Mais puis sans compter que Venom aussi, il se posait toute la base. Puis il y a eu un deuxième un symbiote qui était Carnage, qu'on va parler un petit peu tantôt. Oui. Puis tout ce qui est descendu de ça a toujours été des reproductions du symbiote, parce que le symbiote est toujours en évolution, puis il peut finir par se reproduire lui par lui-même. Mais ça reste que c'est vide. Bon, donc, l'histoire qu'on avait à raconter, on l'a faite. Je pense pas qu'on peut faire du chemin aussi longtemps qu'on le veut. Tout dépend. On peut en faire en masse, parce que il faut jamais oublier que si tu mets plusieurs Venom, plusieurs symbiotes, puis tu rajoutes Carnage là-dedans, ou ce que tu as le symbiote family, c'est les seules fois que ça fonctionne. OK. Parce que sont toutes liées à peu près par la même gène de symbiote, puis ils sont sortis d'un mort plus l'autre. Puis ils ont comme des gros conflits là-dedans. C'est que tu peux avoir une belle chimie avec ça. Mais dans le premier, on n'avait pas ça parce que Riot, ils ont été chercher le symbiote le moins connu possiblement du tas. Mais avec Carnage, ça peut être totalement différent. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'évolution, par exemple, de Venom, le personnage de Venom. Parce que quand il arrive, j'ai l'impression que c'est un conquérant, j'ai l'impression qu'il va tout détruire, j'ai l'impression que c'est un danger public. Et plus on avance dans le film, plus on se rend compte que lui aussi, d'où il vient, c'est un loser. Puis qu'il aime juste être sur Terre parce que il se sent pas utile, mais il se sent quelqu'un. Ben, c'est parce qu'il comprend pas l'objectif de sa race d'aller quelque part puis détruire tout ce qui existe. Pour lui, ça fait juste pas de sens. C'est que il est presque sympathique dans le film. Manger du monde, tuer du monde pour sa propre survie, il voit pas le problème, mais tuer tout le monde pour tuer tout le monde. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai trouvé qu'il était sympathique, Venom. Oui, il est sympathique. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était son petit caractère, là. Hey, il est comme tout le temps insulté, là, de se faire traiter de parasite. Ah, il est... comment est-ce qu'on pourrait dire, là? Il est... soupe au lait. Il est effectivement soupe au lait. Mais ça, c'était bien joué. C'était super le fun. Oui, c'est ça qui faisait tout le film. Le reste, on s'en foutait. Là. Il y a une couple de personnages secondaires qui étaient là. Pas besoin. Là. Non. On les aurait tous balayés. D'ailleurs, quand je te disais que, tu sais, ils ont probablement les mêmes genres de scientifiques que dans Prometheus puis dans Alien Covenant, là. Moi, je m'excuse, là, mais si mon radiologiste me voit sortir une grosse tache noire du corps enfermée dans une salle d'IRM, j'espère qu'il va avoir une meilleure réaction que celle-là. Là. Ben écoute, c'est l'enfer. C'est l'enfer. On dirait qu'ils sont rendus tellement blasés que ils sont blasés. Tout est normal. Le gars, il vient de cracher un immense paquet de glu noir du corps, man. Qui bouge, sacrément. Et le gars, il a un peu ou pas de réaction. Sérieusement, c'est la faute du cinéma puis de tout ce qu'on lit. Hein. Un vampire t'apparaîtrait dans la face, là. Puis le premier réflexe que tu dirais, c'est vrai, ça me prend ça pour le tuer. T'aurais pas peur. Tu penses que j'aurais pas peur? Hey, arrête, je vois une araignée sur le bord de ma chambre, puis je manque virer fou. Oublie ça, là. Je vois un vampire, je me garoche en bas du premier pont que je vois, là. Voyons donc, toi. Le gars est un docteur, un scientifique,
qui a l'air d'être un, je sais pas moi, un radiologiste bien normal, avec une vie bien normale. Le gars, il vient d'y cracher une bébite gluante qui monte sur le mur puis qui veut le tuer. Puis le gars a une réaction de genre « je pense que tu files pas. » Ben, il y a certains gynécologues qui diraient « j'ai déjà vu pire ». Sur cette référence douteuse, passons aux scènes d'après-crédit. Toujours des références douteuses. Carnage, je pense que c'est fait. Ouais, Ils nous ont indiqué où est-ce qu'ils s'en vont, s'il est pour en avoir un deuxième, puis je pense qu'il y en aura un deuxième. Ouais, ben l'affaire, c'est que, tu sais, malgré tout ce que les critiques vont en dire, vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion là, sur le film. Mais vous pourrez pas dire que ça marche pas. Non. Tu sais, c'est le fun. On a eu du fun. Il y a des scènes qui sont tripantes. On vous parle depuis tantôt là, de Tom Hardy qui est bon là-dedans, tout ça qui est cool. Puis, oui, ça vient de prouver, avec le week-end qu'il y a eu là, avec le lundi de l'Action de grâce, que le film a été rentable. Fait qu'eux autres, là, tu sais, chapeau, là. Tu sais, ils viennent de se dire, regarde, enfin, on va arrêter de se faire bâcher. Là. Et ils vont peut-être nous donner une suite, parce qu'il y en a eu beaucoup des suites qui ont été préparées et qu'on n'a jamais eu. Je pense à Green Lantern, salutations à Ryan Reynolds, où on avait établi, par exemple, c'était quoi le méchant avec la grosse tête, Hector... lui qui a une grosse tête, là. C'est un méchant de Green Lantern. On savait que ça allait être ça, probablement le deuxième. Ben non, le deuxième, c'est Sinestro. C'était Sinestro. Il est devenu jaune à la fin du film, puis ça finit là, puis on n'a jamais eu de suite. On n'a jamais eu de suite, puis c'était Mark Strong qui faisait ça, je pense. C'est un bon acteur. Là tu étais en train de te mêler avec le Hulk, puis avec le leader. Exactement, le leader à la fin, dont on n'a jamais eu de trace. Là. Jamais eu de trace. Donc, une scène de end credit, c'est pas non plus une assurance que tu vas avoir quelque chose. Il y en a tellement eu, là. Puis ça existe depuis que le monde est monde. Des scènes où, to be continued. Hey, je me souviens, là, vous allez voir, là, vous allez dire... Si tu me sors Batman des années 60, je t'arrache la tête. Non. OK. Doc Savage. Doc Savage, là, c'était une vieille série des années 50. Un personnage plus grand que nature qui avait... je pense qu'il y avait eu de quoi, puis je pense que sa peau était comme aussi dure que du métal ou quelque chose comme ça. Puis il y avait un team... d'aventuriers, c'était super génial. Ils se battaient dans un espèce de gros conflit avec des gens là, qui voulaient assez toutes les tuer, tout ça. Puis à la fin, ça finissait où il partait dans son espèce de Jeep parce qu'il savait qu'il y avait un de ses chums qui venait de se faire descendre puis qu'il fallait qu'il aille l'aider. Il n'y a jamais eu de suite. Donc... T'as l'air tellement triste. Déception totale, parce que moi, c'est un beau souvenir de jeunesse. C'est la fin de plus que 20 ans. C'est la raison pour laquelle il marche encore parmi nous. Tant aussi longtemps qu'il ne verra pas la fin, il va demeurer vivant. Donc, dites-vous qu'en ce moment, ça veut dire que ça prouve mon immortalité. Exactement. Peut-être la dernière scène credit que moi, j'ai beaucoup appréciée, qui se trouve finalement être un preview d'un prochain film de Sony, Spider-Man Into the Spider-Verse. Ça va être le fun. Oui, ça va être le fun. Ça va être le fun, là. Je suis pas sûr que tout le monde va comprendre. Je suis pas sûr que tout le monde va être au rendez-vous. Je pense que le film a été fait pour pas qu'on le comprenne puis qu'on découvre tout qu'est-ce qui se passe, là. OK. Mais puis c'est ça qui est important parce que Spider-Gwen et compagnie, pas beaucoup de monde les connaît, mais ils vont tous rentrer puis ils vont tous avoir leur petite introduction. Ça fait que pour le fan fini, il va avoir du plaisir, mais pour les nouveaux, ils vont découvrir puis il va avoir du fun. Puis l'animation a l'air complètement folle. Moi, je suis tombé sous le charme de l'animation. On nous a présenté finalement ce qui semble être un peu le début, ou en fait l'apparition de Peter Parker. Puis en plus, c'est deux réalisateurs qui ont réussi à faire leur film au grand complet sans se faire sacrer dehors. C'est ça que ça fait qu'elles ne travaillent pas pour Disney. C'est que Lord et Miller ont réussi à faire un film au complet. Exactement. Puis en passant, on a utilisé quand même Meanwhile in Another Universe. Oui. Donc ça implique que Venom, c'est dans le même... Exactement. Donc, ça implique qu'il pourrait avoir une version animée de Venom dans Spider-Man. Ou Spider-Man pourrait atterrir dans l'univers de Venom aussi. Mais ça fait juste mettre un point là, sur ce que Sony... Tu sais, Sony, ils essaient de faire leur propre univers aussi. Ils essaient de faire leur Spider-Verse. Ils veulent tous faire ça. Ils veulent réussir à le faire. Puis c'est brillant que tu dis que tu prends Venom, qui est un film qui était violent, sérieux, puis tu dis, pendant ce temps, dans un autre univers, ça se passe dans le même... C'est connecté d'une certaine façon, le petit bonhomme. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime l'idée. C'est audacieux et brillant. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Ouais, ça a été hyper surprenant. Oui. Je me suis questionné sur le pourquoi. Puis là, je me suis dit, c'était quand même Meanwhile in the Other Universe. Moi, ça m'a frappé. Écoute, là, moi. je me suis dit,
Colin, écoute, Ça là, fait- là, On il espère tout joue... voir Venom. Là. Ouais, Ah oui. ouais, Là, il joue d'audace en tabarnouche. Tu sais, moi, je m'attends à une scène. Là, regarde, les attentes sont hautes. Là, mais moi, je m'attends ni plus ni moins qu'une scène de fin de Spider-Man Into the Spider-Verse avec l'arrivée de Venom. Là. Moi, c'est ça que je veux voir. C'est peut-être la seule façon qu'ils vont avoir de réunir Venom et Spider-Man dans un même film. En même temps, ça les ouvre une porte Ben tellement oui. débile. Là. Ils ont un multivers. Ah oui, Ils sont en train de dire à Disney et à DC, fuck you, vous avez vos univers, nous, on a un multivers. Ouais. Et éventuellement, vous pourrez en faire partie si ça vous tente. Exactement, C'est comme parce ça. que il n'y a rien qui empêche de dire que vous êtes dans notre Il n'y multivers. a absolument rien qui dit que... C'était fou. Que là. le Marvel Cinematic Universe n'est pas dans le multivers qu'on a créé. Il n'y a rien qui le dit. Et jouer à Civil War avec Spider-Pig. Hey, Spider-Pig, ça a l'air drôle. Là. Ça a vraiment l'air cool. Quand ils sont au-dessus de la chambre puis ils disent « Pensez-vous que les animaux parlent dans leur univers? » Puis, man, ça fait freaker tout le monde. Sérieusement, ça va être très, très bon. OK, on termine Venom comme ça. Donc, appréciation générale, je pense qu'on peut dire aux gens « Allez-y sans peur. » Allez-y, mais tu sais, laissez votre cerveau de côté un peu, puis allez rire. Parce que sérieusement, Tom Hardy, là, il est solide. Sérieusement, c'est une prestation d'humour très, 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 très bonne. Pat? Oui, profitez du divertissement, là. Laissez-vous aller, là, puis profitez-en. C'est cool. Moi, je vous dirais, ça ne révolutionnera pas le monde des super-héros. C'est pas le film auquel je m'attendais, mais ce qu'on m'a offert, comme dans un restaurant où on n'a plus mon plat préféré, je peux pas sortir de là et dire « C'était pas mangeable ». Je suis déçu parce que j'avais peut-être d'autres différentes attentes, mais je vais pouvoir dire aux gens, savez-vous quoi? Ce qu'ils m'ont donné en échange est soit équivalent ou meilleur. Puis, juste pour finir, ça n'a pas rapport avec le film, ton expérience d'e-box pour la première fois de ta Ah, vie. D-Box, oui, mais ça me fait un peu le même effet que le 3D. Après 45 minutes, j'ai eu tendance à l'oublier un peu. Ben, sauf des grosses séquences que ça part. Et là, quand ça part dans les grosses séquences, on va se le dire, il y a une scène de moto qui est exceptionnelle avec une chasse dans la ville. On l'a vu dans le trailer, ça Et, fait que... et en passant, là, je vais sacrer, là, mais quelle crise de bonne idée de faire ça dans San Francisco. À mon souvenir, c'est la première fois que je vois une poursuite de voiture dans San Francisco. Ça roule en crise, là. Je sais, Oui, ça roule en crise. Il y en a déjà eu d'autres, des poursuites dans San Francisco. Là, je pourrais Toutes les t'en nommer. poursuites des années 80 sont à San Francisco. Ouais, c'est- puis Bullet avec Steve Oui, c'est McQueen, vrai, c'était à c'est San vrai. Francisco. Parce que je C'était veux la dire, meilleure poursuite au monde. C'est quelque chose, là. Ils ont, C'est ils ont quelque le chose, réseau c'est pour super ça, génial. là. Mais tu sais, je voulais vous faire quand même un parallèle. Là. Vous êtes plus grand, un petit peu plus costaud que moi. Mais quand tu t'assois dans un siège D-Box et que tes pieds ne touchent pas tout à fait à terre, tu te fais brasser dans un D-Box. Ça brasse, hein? Tu te Ça fais brasser. ça Moi, je me brasse. fais brasser beaucoup. ouais. Et, mais j'ai eu le regret de ne pas avoir vu un film de vaisseau parce qu'on a eu l'effet Uh-huh. vaisseau au départ du Ouais. film quand le gros vaisseau s'écrase avec la symbiote. Et j'ai eu le feeling et la première pensée que j'ai eue, c'est OK, le prochain Star Wars, c'est là qu'il faut que je le Ben, voie. je là. te dis, là, la plupart des nouveaux Star Wars, je les ai vus en D-Box. Là. C'est tellement mon gars. Là. Écoute, ça doit améliorer assurément l'expérience. Là. Ben, comme je t'ai dit, en D-Box, le Dash Jedi, les fatières là, qui couraient, là, c'est le fun. Non, ça devait être. Ouais, c'était une Écoute, pénible. de imagine le dernier Mad Max en D-Box. Ah, ça devait être ça fou raide. torchait. Ah non, ça devait Écoute, être fou tu raide. jumpais avec les chars. Si vous avez l'occasion donc d'aller voir un film en D-Box, vous n'êtes pas allé encore, je pense que ça vaut le petit road trip. Hein? Mais oui, c'est c'est pas le si fun. loin que ça. On a eu bien du plaisir. Bon, ça coûte du gaz, mais tout ce que vous allez faire dans la vie va finir par coûter du gaz anyway. Hey, on fait un petit round-up de bandes-annonces qui sont sorties. Vous allez me dire, vous êtes encore dans le cinéma puis dans les voyons, tu m'as fait perdre ce que je voulais dire. Dans les séries télé, effectivement, on en fait un peu. Mais je pense qu'il faut le faire parce qu'il y a eu des grosses sorties. Et on va commencer avec notre série chouchou, je pense, à nous trois. Daredevil. Non. Ah, quel casseux de party. Non, j'irais plutôt avec Star Trek Discovery qui coïncide un peu avec le départ de notre podcast. Hein. On s'était donné comme mission d'écouter cette série-là. Alan, t'as embarqué même si t'étais pas un Trekkie, si t'as décidé d'y aller. Moi, je suis un fan des films de Star Trek. J'ai jamais écouté les séries TV parce que j'ai pas assez de temps dans ma vie pour ça. Ou là. pas d'intérêt à ce moment-là, ou Ben, peu c'est- importe. c'est là. c'est fucking trop là, puis j'ai un cellulaire, c'est que c'est sûr que je les écouterais pas. Là. Sauf que le pacing de Star Trek Discovery nous a appris quelque chose, c'est-à-dire que Star Trek est arrivé en 2018. Là. Ouais, il nous a appris que J.J. Abrams pouvait paraître lent dans ses films. Hey, c'est fou raide. Discovery, ça va vite. Si vous n'avez pas vu encore la première saison, c'est le temps de le voir. Là, on a vu une bande-annonce. Et là, je vous le dis tout de suite, là, on parlait de multivers. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on s'en va là-dedans. Là. Ben, la première bande-annonce, il nous montrait vraiment qu'un Pike arrivait avec l'Enterprise, puis il faisait comme « Là, il faut qu'on se parle, puis il faut régler la marde que vous avez faite. » Parce que quoi, ils ont ouvert 9 vortex là, 9 temporels, entités qu'on n'est pas trop sûr c'est quoi. Là. puis ils savent pas sur quoi que ça donne non plus.
Non, et j'ai pas mal l'impression qu'il va y avoir du multivers là-dedans. Pat, on a vu le vaisseau classique des Klingons. Oui, on a vu un Bird of Prey. Je tripais. Je C'est- tripais. Le plus beau design de vaisseau sur Terre. En passant, moi, j'ai écouté toutes les séries. Oui. Je les ai toutes écoutées. J'ai une longue Mais c'est histoire pas le d'amour. croiseur qu'on voyait. On voyait le Bird of Prey aussi. C'est un Bird of Prey. On a vu le Bird of Prey parce qu'on voyait le croiseur aussi qui appartenait plus à Next Generation. Mais on voyait un avec les ailes déployées sur le côté. Wow, ok, je l'ai même pas remarqué. Moi, je l'ai... C'est Moi, ça. j'ai vu vraiment le scatic Puis, de le... Écoute, ça ouvre là encore une porte immense. Tabarnouche, le rythme de la bande-annonce, c'était complètement débile. J'ai l'impression qu'on va nous en mettre plein la gueule. là. Plein la gueule, puis il va y avoir un paquet d'affaires qui ont l'air à être complètement géniales. Puis surtout, et puis là, vous allez me trouver débile, un chandail jaune. Ah, ils sont-tu beaux? Là, Sont-tu beaux? Écoute, on est un peu débile, on a l'air à être deux caves. Mais pour les fans de Star Trek, C'est là, ça. un chandail jaune, ça veut tout dire. Moi, j'ai l'impression là, qu'on a vu avec l'univers de Abrams, on a amené les gens en disant, regarde, le Spock de votre série que vous connaissez a traversé le temps, a modifié à partir du Kelvin. Il est arrivé une autre timeline. Le monde nous a suivis. On est habitué à faire des affaires fuckées. Parfait, là, suivez-nous, ça va brasser. On s'en va ailleurs. Exactement. Et là, ils ont pris une tangente complètement spectaculaire. Ils nous ont punché plein d'affaires avec la première saison. Puis, tu sais, tout le monde se questionnait sur tout, puis on se questionne encore sur tout. Et l'autre bonne nouvelle, le retour de Philippa Georgiou. Oh, mon Dieu. Ah, je Elle suis a l'air tellement toujours, content! elle a l'air toujours aussi complètement maléfique. Je suis en plus. tellement content. C'était un personnage dont je trouvais qu'on s'en était débarrassé tellement facilement dans la première saison. Je me disais, ça peut pas être qu'une histoire de contrat. Il faut qu'elle revienne. Là. C'était un personnage fort de la deuxième moitié de la première saison. là. Oui, effectivement. Puis là, elle va revenir. Puis aussi, c'est tout ce qu'ils ont montré de la façon justement que tu dis, ça va être ultra rapide. Puis qu'est-ce qui va se passer justement avec tous leurs trucs pour réussir à se téléporter? Puis où est-ce que ça va les mener? Pourquoi Spock est dans le coma? Spock, qui a été la grosse révélation de la fin de la bande-annonce. On pensait peut-être pas le voir, ou à tout de moins pas aussitôt. Là, on le voit. Puis aussi, c'est parce que ce qui est le Et fun, il a une barbe, Pat. ben, c'est parce qu'il a de l'air d'être dans le coma, c'est qu'il a pas dû le raser pendant qu'il était dans le Est-ce coma. que c'est parce qu'il est pas rasé ou c'est parce que c'est le Spock du Mirror Universe? Tu penses que c'est le Dark Spock? Écoute, si c'est le Dark Spock, il était trop. Écoute, moi, je tripe. Mais bon. Ça peut être intéressant. Oui, exactement. Puis en même temps, vive la barbe, tabarnak. Mais non, moi, cette bande-annonce-là m'a mis, puis je pense que vous le sentez dans ma voix, là. Ouais. J'ai un hype énorme pour cette série-là. Puis sans compter que les multiverses ou n'importe quoi, ils veulent faire plusieurs séries de Star Trek, ils veulent faire vivre CBS All Access 12 mois par année avec ça. Si tu as plusieurs univers, tu peux faire ce que tu veux. Je pense qu'on se trompe pas si on dit que probablement que la nouvelle série sur Captain Picard, moi, ça m'étonnerait pas de le voir atterrir à la fin de la saison ou de voir un lien entre les deux séries. Il a je pris serais sa pas retraite dans le Nexus, tu penses, lui aussi? Non, mais je serais... Ouais, mais je sais pas... Non, mais je serais pas surpris de voir un lien. Parce entre- qu'écoute, même lui a dû voir cette porte ouverte-là d'une façon super géniale. Là. Il a dû se dire, waouh, tabarnouche, ok, oui. Puis, tu sais, les possibilités sont infinies. Là. Ils ça peuvent va être triper, incroyable. avoir du fun, puis let's go, fonce. Aquaman, avez-vous écouté le film? Non. Ils J'ai ont- pas. Vous m'en avez parlé, j'ai pas regardé la bande-annonce, puis je veux vraiment pas. avoir. Parce que ça a l'air vraiment d'une tentative désespérée de la part de DC et de Warner d'amener un hype autour de leur prochain film qui est Aquaman. OK. La bande-annonce, tout le monde en avait parlé. On a trouvé ça bon. Il y a un autre chum qui l'avait publié sur notre page parce qu'il l'avait vu avant nous autres. Moi, à un moment donné, je me trouve un 2-3 minutes, je fais comme je vais partir. Puis là, à part, puis là, je fais comme, OK, le pacing est donc bien lent, puis c'est des longues séquences. Là, je me rends compte que ça dure 5 minutes 20. Puis, tu sais, la pause où ce qu'on le voit dans l'avion puis qu'il saute dans le désert, il nous montre ça pratiquement au Presque au complet. complet. Là, il rentre à un moment donné dans une espèce de temple maudit, là, à la Indiana Jones. Là, il réussit à ouvrir un artefact à la 5e élément Et parce qu'il n'oublie voulait trouver pas- les bons éléments. Et n'oublie pas la joke de pisse. Ben, ça, on parlera pas là-dessus. Parce qu'au niveau de l'humour, on sait tous que le film, il a de l'air assez très drôle parce qu'on a tout écouté Justice League, puis Aquaman, à part dire des jokes, il n'a rien fait du film. Mais on a trouvé ça correct. On a trouvé ça correct aussi, c'est que, mais il faut de l'humour dans ce genre de film-là. Bon, parce que une sinon, joke ça- de pisse, c'était un petit peu élevé. Mais là. OK, c'est que là, la séquence n'arrête pas. Il ouvre l'artefact. Tu as l'histoire avec le premier roi de l'Atlantide qui explique l'histoire de son trident qui contrôle les Tidal Waves. Ça. Puis là, la séquence dure 2 minutes et demie. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tu fais comme...
Je suis en train d'écouter le film. Ils sont en train de m'expliquer le film au grand complet. Finalement, que le combat, la dualité qu'il va avoir avec son frère sur c'est quoi l'artefact, ce qui fait qu'il y a des grosses vagues qui détruisent toute la côte est américaine vers la fin du film, parce que son frère va avoir le trident. Puis pourquoi qu'Aquaman a le costume orange et bleu? C'est parce que et vert, c'est parce que ça vient avec le trident. Quand tu l'as, puis tu deviens roi de l'Atlantide, c'est le costume qui vient avec. Là, Mais quel trident il y avait dans Justice League? Ben, il y avait un 5 dents. OK, c'est pas le même? Mais non, tu te rappelles pas, il y avait 5 dents sur le trident. Ouais, mais je pense que j'ai remarqué Il était ça. pas or non plus. C'était une fourchette. Ah, mais là... C'était OK, fait que là, ça se passe après Justice League, là. Avant. Ça a été très clair que ce film-là se passe avant Justice League. Ben oui. Ouais, mais pourquoi il n'y a pas le bon trident dans Justice League? Ouais, parce qu'il est trop puissant puis il va s'en débarrasser à la fin du film. Qu'est-ce que tu penses? Il n'y a pas un cave qui veut garder ce trident-là. Ben, ça aurait été pratique contre comment est-ce qu'il s'appelle leur maudit méchant en poche? Mais, Steppenwolf. mais juste pour revenir, là, c'est parce que le film, oui, il y a de l'air, d'une certaine façon, sympathique ni plus ni moins, mais je suis convaincu qu'il va être bon. Je vais y laisser sa chance. Mais, Carlis, pourquoi vous m'avez montré le film au complet? Moi, je pense que c'est une tentative désespérée. Là. J'ai presque pas cancellé mon omnibus d'Aquaman parce que j'ai même plus besoin de le lire à cause de sa bande-annonce-là. Non, sincèrement, ils sont à l'effort. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'il faudra pas faire le contraire de Venom. Là, vous me promettez un film plus léger avec des jokes. Même chose avec Shazam en passant. Là. Si j'arrive là, puis que vous avez encore votre maudit filtre brun-gris, là, puis que c'est plate, puis que dans le fond, les 3 jokes que vous les aviez mis dans la bande-annonce pour me faire croire qu'on s'en allait vers de quoi de comique. Là. Aquaman, ça va être bleu-gris. Ben là, non, j'espère que non, parce que de ce qu'on voit, là, la séquence du désert était magnifique. Là. C'est magnifique, c'est long, c'est le film au complet. Écoute, je pense qu'ils nous ont montré la séquence de Black Manta au grand complet. Et j'ai arrêté avant de voir ça, justement. Ah, OK, ben ils nous l'ont montré au grand complet. OK. C'est peut-être un peu trop. Dans la même dynamique, Daredevil saison 3. Ah, c'est que j'ai hâte. Moi, j'ai pas de hype pour ça. Moi, après la première saison, ça a arrêté là. Ben, toi, c'est pas compliqué. Dès que ça dure plus que 40 minutes, puis ça a du contenu, tu décroches. Qu'est-ce que tu disais? Mais c'est ça. C'est parce que on l'a déjà expliqué. Hein. Tu sais, c'est sa génération, il comprend pas fais-moi tout pas passer de pour un suite. millénial, là. Ah, ben, tu l'as un petit peu. Hey, Il est sur son cellulaire depuis qu'on a commencé le podcast. Il nous écoute oui, même pas. parce que je parle à Yannick Paquette, ça vous intéresse? Ben, c'est ça. Spoiler. Bon, ben, c'est ça. Vous êtes mieux de vous la farmer si vous voulez être sûr qu'on soit capable d'y parler, OK, là? Fait que retire ce que tu as dit. Cela étant dit, non, j'ai pas vraiment de hype, mais vous autres, vous l'avez vu, ça commence quand? Ça va avoir l'air de quoi? Moi, personnellement, chez Marvel, Daredevil, à la base, c'est mon personnage préféré. C'est que ça laisse pas de chance. Puis, cette saison-ci, ils nous ont confirmé qu'ils allaient faire le Born Again, dans le fond, où ce que Daredevil se fait totalement détruire, puis qu'il abandonne Matt Murdock parce que Matt Murdock ne peut plus vivre parce que tout le monde connaît son identité. T'as le rise du Kingpin, où ce qui va vraiment arriver avec son soude blanc, puis il va être un trou de cul. Il était déjà pas mal dans la première saison. Ben, il y avait des troubles familiaux, puis il y avait encore des troubles émotionnels un peu. Oui. Puis c'est là qu'on voyait le personnage se construire dans la première saison. On l'a vu se déconstruire et se reconstruire dans le deuxième pendant qu'il est en prison. Mais là, on va voir le vrai Kingpin. Tu sais, celui-là, il va réussir à se bâtir un empire criminel, mais en étant possiblement propriétaire d'une grosse corporation, ce qui fait que personne ne va le soupçonner. Puis il va a détruire... juste déjà fait de la prison, puis, mais bon. Puis là, de la façon qu'il va détruire Matt Murdock, c'est qu'il va détruire le personnage de Daredevil. Et de la façon qu'il le fait, c'est qu'il va chercher quelqu'un qui est aussi efficace que lui au combat. Monsieur Poindexter, Bullseye. Mais il était pas déjà dans la série, lui? On voit qu'il n'a jamais écouté la série, hein? Ben, il me semble que c'est ce que j'avais vu, non? Non, c'était Electra dans la deuxième saison. Ah, OK. Fait que Bullseye, c'était pas encore là? Non. Colin Farrell, t'es pas là? Non. Hey, mais tu me déprimes. C'était Tabarnouche. Colin Farrell? Mais tu sais, là, lâche tes bobettes de Batman. Puis tabarnouche, j'écoute autre chose. Moi, les pâles copies de Batman. Nous, à la CAQ, là, les pâles copies de parti, on connaît ça. Caliste, t'es là à faire, hein? C'était plus fort que toi. T'es là. plus fort que moi. Non, mais c'est vrai, c'est une pâle copie de Batman, fait que j'en ai rien à... C'est ça. Batman est... Non! Chut! Fuck Batman, Hey, OK? pas un mot à dire sur Batman. Fuck Batman. Pas un mot à dire sur Batman. Bref, hype, ça commence quand, Alan, pour ceux qui veulent Le écouter? 19 octobre, ça fait que je vais certainement avoir le temps de l'écouter avant d'enregistrer le prochain podcast dans 2 semaines. Ça veut dire que tu... Ouais, la semaine d'après, c'est... moi, j'attends The Chilling Adventures of Sabrina. Moi, c'est... Avez-vous vu la bande-annonce complète? Et non, je l'ai pas regardé. Non, ça n'a pas de bon sens. Ça a tellement l'air pété. Écoute, c'est pas pour les petits. Là. Et que ça a l'air pété. Ça a l'air d'un beau mélange là, de Sweet 16 qui rencontre genre l'exorciste. Ah ouais, pas non, mille, c'est c'est Mais tu sais, c'est 2 hypes qui sont vraiment géniaux. Oui, là, c'est tu sais. cool. C'est du stock qu'on a vu qu'on est c'est déjà ça, abonné à puis, Netflix. Tu sais,
C'est probablement la meilleure série en plus, je trouve, de Netflix. Là. C'est sûr que Luke Cage était cool quand même. Mais Daredevil, là, c'est dur à battre, puis j'ai hâte au fond. Puis Bullseye, c'est un personnage qui est incroyable. C'est vrai qu'il était bon, Colin Farrell. Il était cœur. Hein? Moi, tout c'est dessus. Hey, un autre de nos sujets préférés, James Gunn. Je dois dire félicitations à Alan. Une de tes prédictions ou encore un de tes souhaits est sur le point de se réaliser au complet. En tout cas, là, il y en a la moitié de réalisé. Va écrire le prochain Suicide Squad, c'est ce que je comprends? Ben, de la façon que ça a sorti des nouvelles aujourd'hui, sérieusement, je suis allé lire 12 sites de nouvelles différents. Là. Au niveau de l'écriture, ça semble cané. Ça semble être fait, là. C'est au niveau de la réalisation que ça semble pas certain. Mais on semble aussi vouloir nous dire, puis ça faut prendre ça avec des pincettes parce qu'on s'est fait jouer des tours dans les derniers temps, entre autres avec Henry Cavill sur Superman. Là, je pense que c'est la leçon qu'on doit tous retenir. Là. Lisez les articles au complet, ne vous fiez pas juste au titre. Moi, j'ai compris que c'était un genre de reboot. Là. C'est pas nécessairement un reboot, parce qu'il faut jamais oublier que Suicide Squad, c'est tu prends les prisonniers qui sont disponibles en ce moment, puis tu les envoies se faire tuer dans une mission quelconque. Donc, ça peut être un nouveau team. Parce que au Suicide Squad, ça se va arriver dans des story arcs, là, qu'à tous les 6 numéros, ils échangeaient parce qu'ils mouraient tous au courant des 6 numéros. Exactement, mais ils sont quand même stables depuis quelques années. Mais, là. oui, sauf que Margot Robbie va revenir parce qu'il va leur reçu. Si tu vas pas chercher Will Smith, qui est un gros nom aussi. Puis qui a fait une très bonne performance. Qui a fait une très bonne performance. Captain Boomerang, tu peux l'oublier, il ne savait rien dans le film. Non. Le crocodile, il était élève comme le... Ouais, t'es pas obligé. Tu peux trouver quelque chose d'autre. Tu pourrais avoir un Clayface, par exemple, qui serait super intéressant. Ouais, il y a plein de criminels que tu peux aller rechercher, là. Puis au pire, laisse une chance à Jared Leto un peu plus sérieusement d'expliquer son personnage. Puis Bruce Zilfro, puis pouvoir le damage. Qui? Son tatouage de damage dans le front. Ah, c'était laid, hein? Oui, effectivement. Mais sauf que c'est ça, c'est parce que Suicide Squad est une porte ouverte pour faire ce que tu veux. Puis James Gunn est un gars qui fonctionne bien dans les équipes dysfonctionnelles. Guardians. Exactement. Puis il y a un niveau d'humour qui peut être un petit peu tordu, qui peut très bien fitter aussi là-dedans. Guardians. Exactement. Et c'est un méchant fuck you, la petite souris, de la part de Warner. Puis, tu sais, rien qu'à voir les tweets que James Gunn a fait, aussi sympathique qu'il a, on voit tout que le gars, il a un petit côté dark, puis un petit côté malsain, badass. Puis, qui se fait offrir ça, lui, hein? Dans sa tête, ça doit faire « Asti, que je vais y faire chier. » Mangez toute de la marde, je vais vous passer au bat un après l'autre. Puis honnêtement, sais-tu quoi? Il fait bien, puis Warner ont été brillants d'aller le chercher. On le voit souvent ça, en plus, Pat, dans le monde du comique. Oui. On voit souvent ça. Ça, des échanges, un superstar qui se fait... Bendis, il y a récemment. Là. C'est genre un contrat d'exclusivité qui s'est mal terminé, puis là, d'un coup, ça devient une méchante bombe chez l'autre éditeur. Jack Kirby. Exactement. On en a plein d'exemples. Il y en a plein, là. C'est innombrable. Moi, je trouve que c'est une super bonne passe. J'ai hâte de voir comment est-ce que la façon dont on peut cultiver sa rancune, comment est-ce qu'il est capable de nous amener quelque chose qui pourrait être fucking punché. J'aime ton mot. Faudrait pas que ce soit un produit de rancune. Parce que l'affaire, c'est que là, il est en sacrement. Oui. Puis là, ça pourrait être un move de vengeance puis essayer de sortir de puis quoi. Ça sera pas beau parce qu'il va y avoir des insides, il va y avoir plein de trucs qu'on va sentir. Tu sais, l'amertume, là, ça se sent dans une œuvre d'art. L'amertume est au niveau du copycat, de copier, inquiète-toi pas, ça n'arrivera pas. Non. Disney sont un petit peu trop sévères sur leur avocat. Je pense pas que Warner va oser jouer sur ça. Mais je pense que l'amertume... Moi, je pense que Pat a un bon point. L'amertume du personnage. S'il est encore en crise, là, il faut pas que ça apparaisse dans le film. Non, j'ai l'impression qu'il va faire tellement un film feel good, là, hein. Il va faire regretter Disney. Il va faire regretter Disney. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va s'embarquer là-dedans. Puis surtout que Warner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans tous leurs derniers films, on a vu qu'il y avait un très gros contrôle de la direction, puis des investisseurs. J'ai l'impression que le monde va virer leur chaise de bord, puis ils vont faire « Viens nous en voir qu'elle soit Fanny ». Ah oui, on va y faire pleinement confiance. Vas-y avec ça. Sans dire qu'on reboot, vas-y avec ça, puis on fait confiance. Puis avec Mme Jenkins sur Wonder Woman, là, ils sont quand même en bonne posture d'ici. Puis là, ça fait comme... tu sais, mais elle, Jenkins, elle a eu comme une carte blanche. Wonder Woman 84, ça va être très bon, je vous le dis tout de suite. Puis là, moi, j'ai l'impression que lui, il vient de se faire offrir ça sur un plateau d'argent avec une petite coupe de champagne, puis il s'est dit, tiens, garde, fais-le le film que tu voulais faire. On sort de l'ère Zack Snyder officiellement, je pense, avec les prochains films qui s'en viennent. Aquaman, Shazam, Wonder Woman 84, Suicide Squad. C'est ça. Il faut que
qu'eux-mêmes là, poussent les nuages puis nous mettent un peu d'éclairage. J'ai très, très hâte de voir ça. Hey, en passant, pendant ce temps-là, chez Marvel, avez-vous vu le petit build-up qui était un peu prévu d'avance entre Mark Ruffalo, Jimmy Fallon et les gens chez Disney pour Avengers, le 4e? Ah, c'était vraiment drôle. Parce que Mark Ruffalo s'était déjà échappé sur Avengers Infinity War sur un plateau. Il était avec Don Cheadle qui est à côté de lui, qui en revenait juste pas parce qu'il avait dit que tout le monde meurt à la fin d'Infinity War. Et ils ont refait un même genre de joke, mais chez Jimmy Fallon, où Fallon demande à Mark Ruffalo, tu veux-tu me spoiler un peu Avengers 4? Fait qu'il décide de dire le titre, puis il met un beep avec un gros truc noir sur sa bouche. Et là, il se met à raconter une passe du film, puis il grimpe sur le divan, puis là, il fait tout ça de puis tout ce que t'entends, c'est pip, pip, puis Fallon fait oh my God, you can't do this, you can't say this. Puis là, écoute, ils ont fait un sketch, c'était très drôle, et sur Twitter, les deux réalisateurs d'Avengers ont dit you're fired. On revient pas, you're just fired. Et sérieusement, j'ai trouvé ce petit bout-là vraiment drôle. Ça s'est passé cette semaine dans le show de Jimmy Fallon. Je pense que vous pouvez revoir l'extrait d'ailleurs sur leur page Facebook, ou au pire, je la mettrai sur la nôtre. Il y a eu des looks qui ont été aussi divulgués. Batwoman pour la CW dans le Arrowverse. Écoute, moi, je trouve que le costume est génial, mais encore une fois, un costume génial sur une tarte. Écoute, c'est... Ouais, c'est raide. Non. Bon, on met les choses au point. Là. Oui. Ruby Rose. Oui. Peu importe qu'est-ce qu'elle va faire, elle joue Ruby Rose. OK? Et Ruby Rose est unidimensionnelle. Tu l'aimes pas, je pense, hein? Mais c'est pas que je l'aime pas. Elle était... Comme ses cheveux. Ah oui. Elle est toujours égale à elle-même. Elle a la même. Écoute, elle a joué dans le dernier Pitch Perfect, le 3e. Dans The Meg. Elle a joué dans The Meg. Elle avait joué dans... voyons, le dernier Resident Evil. Après ça, tu sais, elle apparaît tout le temps un peu partout. Elle a joué dans le dernier aussi. C'est quoi, là? Elle a joué dans Megalodon, mais elle était excellente dans la séquence de la douche dans Orange is the New Black. Ouais, c'est ça. J'ai pas vu ce bouquin. C'est ça. Bon, Orange is the New Black, ça fitait parce qu'elle faisait une petite badass qui était un peu crosseuse. Puis, elle était excellente dans John Wick parce qu'elle disait pas un mot. Donc, l'affaire, c'est que... Fuck! Juste il y en a pas, là. Mais en même temps, tu le suis, la Rovers. Moi, je le suis pas. Fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est pas grave, là. Mais tu sais... Puis surtout, Ruby Rose avec des cheveux. Oui. Mais rouge. Mais c'est ça. D'ailleurs, je pense qu'elle a hérité du masque de Val Kilmer. Hein. Il a pas l'air très mobile. Au moins, elle n'a pas hérité des Bad Lipa. Non, ça, elle les a pas. Mais moi, honnêtement, là, les costumes du Arrowverse et les costumes de leur nouveau site de streaming sur Teen Titan, par exemple, je trouve qu'ils ont l'air de des cosplays. Ah, mais c'est parce que CW, là, elles sont très cuir encore. C'est assez particulier là-dessus. Puis c'est cuir cheap. Là. Ah, ça fait vraiment mauvais cosplay. Mais là, non. L'affaire, là, c'est qu'il faut que tu fasses attention aux mots que tu utilises. Là. Il y a des tabarnouches de cosplayers. Là. Il y a des gens là, qui ont un talent incroyable pour faire des costumes. Ouais, non, je veux pas les insulter. Je parle plus de cosplayers cheap. Là. OK. L'affaire, c'est que c'est une mauvaise idée pour certains costumes, dont le look un peu prostitué là, de Starfire. Là. Ouais. Mais elle, là, ça fit. Le costume c'est une belle réplique. Il fit avec l'univers. Il y a le look de ce qu'était Batwoman. Là. Exactement. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ça va être dans la Arrowverse. Elle est supposée être dans le crossover, je pense, de la fin de cette saison-ci. Ben, c'est ça. C'est parce que c'est le crossover qui arrive. D'habitude, c'est dans le mois de novembre, décembre que ça paraît. Puis l'année prochaine, avoir sa propre série. Puis au niveau du costume aussi, y aller dans le cheap semi-latex qui est moulant, là, il y a un avantage chez Ruby Rose. C'est une bodybuilder. Ça fait qu'elle a déjà un physique qui est correct. C'est que t'as pas besoin de faire vraiment faux muscles dessus. Mm-hmm. Bon, fait qu'il y a ça. Puis Krypton, eux, ont dévoilé Lobo, qui ressemble à Snooki dans Jersey Shore, qui sort d'un... Ou Kurt Russell en 1983 qui s'est roulé dans le centre. Il est pas assez gros. Écoute, le look est correct. Il est pas assez gros. C'est pas Lobo, ça. Puis premièrement, bon, Lobo dans une série soporifique, ennuyante, t'as pas aimé ça, hein? Et j'ai détesté. Moi, on dit que c'est plate. Écoute, quand là, ma blonde est contente que j'ai dit, hey, on peut-tu arrêter de l'écouter? On l'efface-tu, notre enregistrement? Hey, c'est pas drôle. Elle a quand même voulu souffrir pour toi, là. Mais c'est parce qu'elle était contente, comme moi, de l'écouter. Puis c'est quoi? On a écouté la moitié de la saison. Pour se dire, là. Et puis là... 5 épisodes. Ouais. Écoute, j'étais plus capable. Plus capable. Tous les personnages m'horripilaient. La série m'horripilait.
L'histoire m'énervait. Tout le monde, bon, une fois t'es fin, une fois t'es pas fin, une fois t'es en lien avec un autre. Puis là, tu sais, bon, tout le monde est parents, tout le monde a couché ensemble. Puis là, tout d'un coup, là, t'arrives, là, puis là, tu sais, ils vont nous garrocher Lobo, là, qui a l'air de je sais pas, moi. Tu sais, vous souvenez-vous de la série là, de gars là, qui faisaient des appos à canard puis qui avaient des grosses barbes, là? Il ressemble à ça. Ça m'a fait penser à ça. Moi, je trouve qu'il y a le look John Travolta dans Battlefield Earth. Ah oui! Il y a les mêmes cheveux. Il y a là. même affaire. Il y a le même look, mais moins badass encore. Mais ce qui est con, c'est qu'ils ont mis la shape du New 52, mais avec le look du premier Lobo. Ouais. Si tu voulais avoir un petit Lobo, que tu voulais faire plus contemporain, donne-y le look du New 52. Exactement. En plus, à TV, il aurait pas mal mieux paru, ce look-là. Ouais, parce que là, il est pas Il assez était gros. plus futuristique, il était plus flasheux. Parce que ça te prend un corps style Arnold Schwarzenegger. si Puis tu veux sans le voir. compter, pourquoi t'emmènes un Lobo qui ressemble à Charles l'Ancien? Parce que Lobo, là, c'est un gars qui fume des cigares puis qui dit « fuck », puis qui pète tout. Oh, oui, et il pète aussi. Il fait tout. Il fait tout. Il fait, tu sais, c'est un gros colon. C'est les autres. Mais ça reste la meilleure bande dessinée de Noël ever. Oui, contre le Père Noël. C'est quelque chose, ça. Puis, regarde, tu vois, on parle de 2 costumes cheap de séries télé, soit Batwoman, Lobo. Mais je dois le dire, et là, ça me fait de la peine, puis ça me fait presque mal au cœur de te dire ça, parce qu'habituellement, je suis un fervent d'épisodes 4, 5, 6 et rien d'autre. Mais le Mandalorian qu'on a montré cette semaine pour la nouvelle série de Jon Favreau sur Star Wars, Sérieusement, Wow. la série de Jon Favreau, premier épisode réalisé par Taika Waititi, t'as Bryce Dallas Howard qui va réaliser aussi. Il y a une couple de gros noms qui sont là-dessus hey, aussi. ça va être C'est dans beau. le très solide. Ça se passe après l'épisode 6, avant que le First Order vienne au monde. Mhm. Puis ça parle d'un Mandalorien qui essaie possiblement de remonter le Crime Syndicate ou d'essayer de remonter ce qui était les Mandaloriens. On va ailleurs, là. Puis il faut pas oublier, c'est vrai, c'est que même Dave Filoni va en réaliser des épisodes Ah non, en ça plus va d'écrire. être, Puis il faut là embarquer sur toutes les spéculations. Vous voulez. On a vu l'allure du Mandalorien. Il n'y a pas de l'air de Boba Fett. Non, du tout, c'est pas lui. OK. Il y a peut-être l'air d'une fille. Oh! Est-ce que ce serait l'héritière des Mandaloriens? Et l'héritière des Mandaloriens serait la fille de... Obi-Wan Kenobi! Effectivement, parce que si on suit la logique de Dave Filoni, avec tout ce qu'il a fait dans Clone Noir, la relation amoureuse complète entre la reine de Mandalore C'est Seti, je et pense, hein? Obi-Wan Kenobi est plus que sous-entendue. Non, moi je pense qu'il y a eu un offspring de ça, là. Ah, c'est sûr. Encore Pat, là, Pat, il dit « Oh non, ils sont partis ici. Mais c'est parce que vous voyez pas. Moi, je vois la scène en ce moment, là. Et, tu sais, là, des fans fous qui délirent, là, mais qui a des étoiles dans les yeux, là. Non, mais- C'est incroyable, là. C'est tout un moment à observer. Mais je suis là. encouragé. Pour une fois, je suis d'accord sur Star Wars avec Martin. C'est tellement rare qu'on se rejoint là-dessus. Mais quand j'ai vu la photo, j'ai pensé à toi. Bon, habillé, mais j'ai pensé à toi pareil. Puis je me suis dit, tabarouette, je pense que je vais être obligé d'y donner un point parce que le look est slick. Le look est beau. Les couleurs. Non, moi, j'ai regardé la photo, j'ai dit, on dirait un Il y a film. tellement d'ouverture. En allant chercher des Mandaloriens, même des Bounty Hunters, t'es à l'époque où les Crime Syndicate vont tous s'en remonter. Mhm. Tu peux faire fucking Et ça fait n'importe longtemps quoi. qu'on veut les voir. Ça fait longtemps. T'sais, on les a vus dans Clone Wars, c'est correct. Oui. Puis on a vu toute la passe avec Darth Maul qui se met à leur tête, puis bon, blablabla. Oui, effectivement. Puis, Mais- tu sais, puis on a tous perdu les chances d'avoir une suite à Solo, à voir qu'est-ce que quoi qu'il s'appelle, c'est le Crimson Dawn avec Darth Maul. On a perdu toute chance de continuité avec ça, malheureusement. Mhm. Tu sais, voir les syndicats du crime. Parce que, comme j'ai souvent dit, là, dans Solo, j'espérais voir Nar Shaddaa. Mhm. Tabarnak, je peux-tu voir Nar Shaddaa? Mais Un jour. Shaddaa? Mais tu sais, c'est parce que c'est comme au niveau du crime syndicate, tout ce qui est gros, tout ce qui est malsain dans Star Wars, c'est là. Mhm. Moi, je pense qu'il y a du potentiel. J'ai hâte de voir cette série-là. J'imagine que c'est une série qui va être juste disponible sur le style d'affaires de streaming. Là. Sur Netflix Canada, car Ouais. nous n'aurons pas les droits de distribution en dehors des États-Unis. C'est Donc, vrai? regarde, mais t'avais vu qu'est-ce que j'avais posté sur par Teen rapport Titans. Teen Titan? Parce que leur service de streaming est seulement disponible aux États-Unis, ce qui fait que 300 000 personnes vont l'écouter. Et Netflix a racheté les droits pour le distribuer partout ailleurs dans le monde. Ah, ça, c'est une excellente nouvelle pour nous autres. CBS All Access, qu'est-ce qui s'est passé avec Star Trek? Oui, mais on l'a pas eu sur Netflix, nous autres. Nous Non, autres, ça a été non. par le câble conventionnel. Mais non, nous autres, c'est parce que le câble conventionnel, qui passait Star Trek, puis ça faisait longtemps qu'ils n'en ont pas eu, ils ont dû sortir
plus toute haut, une enveloppe. ouais, plus haut le bidding que Netflix. Puis Mais sans là, compter qu'il y avait l'épisode en français 1 heure après qu'elle soit partie sur Ah ZTL. oui, ça, c'est ça a quelque dû chose. coûter cher. Puis j'imagine que ce sera pareil pour la deuxième saison, j'ai hâte de voir, mais c'est quelque chose. Là. Puis effectivement, ça veut dire que si je suis abonné Netflix Canada, je pourrais m'attendre à voir débarquer les séries de DC et de À moins Disney. que Disney soit assez fort pour passer à travers les frontières virtuelles. Moi, Disney, je les vois pas rester juste aux États-Unis. Mais c'est parce que c'est un problème de loi. Ok. Parce que ton copyright, vu qu'il est produit là, puis qu'il est sur un service qui est là, tu peux pas le distribuer en dehors. Il faut que tu passes par un distributeur externe pour réussir à se sortir. Ok. C'est vraiment une loi de copyright innocent. Hey, avant de passer au poison, Assassin's Creed, je sais que c'était dans ton poison, mais j'aimerais ça que tu m'en glisses un mot parce qu'on est fiers à Saguenay d'avoir un des studios d'Ubisoft. Ils n'ont pas travaillé en majorité sur le jeu. Ouais, mais il y a d'ailleurs, eu, il doit y avoir quelques personnes qui étaient à l'heure du café ce soir pour fêter le Exactement. lancement avec la gang de Ubisoft Saguenay. Et je suis content de souligner qu'on a donc un studio d'Ubisoft ici, puis on en a un à Québec qui a travaillé en majorité sur Assassin's Creed Odyssey. Et honnêtement, moi qui n'ai pas un gamer pantoute, j'ai le goût d'y aller. Là. OK. Assassin's Creed Odyssey. Il est fait sur le même moteur qu'Assassin's Creed Origins, là, qui est sorti l'année passée, qui était dans le désert. Sauf que là, on est dans l'ancienne Grèce, pas longtemps après la guerre de 300. Je pense que ça va se passer c'est la guerre de Moins Pélonèse 86, ou quelque chose, ouais, moins à peu près, là. 86. Visuellement, c'est malade. T'es sur les îles de la Grèce. Là. Au niveau de la végétation, tout, c'est incroyable comment c'est beau. C'est beau, c'est incroyable. Quand tu vas dans l'eau, veux pas, tu es sur le bord de des îles, tu nages en dessous de l'eau, les couleurs, déjà que dans Origin, c'est super beau. Au niveau du turquoise de l'eau, tout, c'est mon gars. Puis là, il y a des récifs de corail, il y a des bancs de poissons. Hier, je jouais, puis j'ai été nager à côté d'un cachalot. Mais c'est-tu juste beau ou c'est le fun aussi? Ben, Origin était déjà incroyable sur le gameplay. Sur celui-là, ils l'ont rendu un petit peu plus fluide. Au niveau du skill set RPG, ils l'ont amélioré au niveau des skills. T'as un Sparta Kick, c'est que tu peux botter tout ce qui existe dans le jeu. Moi, c'est ce qui m'a vendu en passant. Là. Ouais, tu peux botter tu peux botter des vaches, des chefs, des passants, des enfants. Tu peux botter n'importe Tu sais que quoi. ma blonde va taillir parce que pendant que je vais jouer, je ne ferai que This is Sparta! Puis je vais botter tout ce que je veux. C'est juste ça que je veux faire. Pour le reste, fuck off. Ben, ça se peut qu'elle te le fasse aussi, c'est vraiment tanné. Oui. Mais- Elle a un bon Sparta Kick en plus. C'est que là, au niveau du jeu, on est super beau, super fluide. C'est le premier Assassin's Creed où ils ont réglé le problème du gars-fille, parce que d'habitude, on chiale tout le temps que c'est toujours un gars. Je dirais qu'en partant du jeu, tu choisis le gars ou la fille. Ok. Au niveau de l'histoire, là, les deux personnages vont s'entrecroiser. C'est juste que le lien dans l'histoire va changer. Et c'est le premier Assassin's Creed où le niveau RPG est tellement évolué que tu as des choix de réponse dans tes conversations, puis certains choix sur tuer du monde ou les laisser en vie peuvent avoir une influence sur l'histoire. Un impact sur le reste. Ça fait que c'est le premier jeu d'Assassin's Creed qui va être non linéaire, ce qui fait que quand il va y avoir le New Game Plus pour casser une game, ça peut s'attendre pour jouer soit avec le gars ou la fille, Tu vas puis changer tes jouer. choix, dire lui, si je l'avais tué, qu'est-ce qui serait passé plus tard? Ah, c'est intéressant. Donc, c'est déjà disponible. Les gens peuvent se le procurer. Oui, facilement. Exactement. Peut-être un petit update sur Alice, le roman graphique. On a eu un courriel de la part des gens qui sont aux commandes du projet. Ce que j'ai compris, c'est que le screenplay est fait. Le screenplay de 200 pages est fait. Tout est écrit. Je pense que le bout de Patrick Sénécal est terminé. Là. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, il reste à Jake de faire les dessins. Et ce qu'on croit comprendre, c'est qu'on va être au-delà des 200 pages. Ouais, de la façon qu'il parlait, là, je pense qu'on va avoir un petit peu plus que 200 pages. En plus, on a eu le lien pour écouter La Reine Rouge, chose que j'ai pas encore faite. L'avais-tu déjà écouté? Non, j'avais C'est jamais vu. excellent. Honnêtement, c'est excellent. Pour les moyens qu'ils avaient comme web-série, là, moi, j'ai adoré cette web-série-là. Ça se passe entre 51-50 rue des Ormes et Alice. Donc, c'est tout le cheminement de Michel Beaulieu entre mon père vient de se faire arrêter, ils ont découvert tous les corps dans la maison, moi aussi, j'ai tué quelqu'un à mon école secondaire, qu'est-ce que je fais avec ça? Et elle tente et c'est ça, on n'avait pas vu ça dans les romans de Patrick Sénécal, mais elle tente véritablement de se donner une chance. Elle tente véritablement de changer sa vie, de se remettre sur le bon chemin, et elle va se faire manipuler, et ça va l'amener au constat que, regarde, il n'y a plus de recul possible. C'est impossible d'effacer ce que mon père a fait. C'est impossible d'effacer ce que moi j'ai fait. Il n'y a qu'une seule solution et c'est de continuer. Et la série, dans ce mood-là, elle est très, très bien faite. Profitez-en. Vous avez l'accès si vous voulez aller voir ça. C'est 8 épisodes, si ma mémoire est bonne. Là, puis c'est pas très long. Là. Honnêtement, ça s'écoute très, très bien. Hey, on est déjà rendu à notre poison. Je commence par qui? Pat? Pat.
Moi, je l'ai publié hier, mon poison. Oui, t'as fait trippé. réagir. Oui, j'ai fait réagir. Hey, vous savez que c'est pas moi qui publie le plus. Là. Non, mais je suis content. C'est ça. Tu fais réagir. Exactement. Quand tu C'est publies, ça. tu publies. C'est ça. D'abord, c'est sur des roches comme Moïse. Puis après ça, nous, on a la job de les traduire sur Facebook. Ah, que tu vas avoir le rhume tout de même. Donc, je parle de Rick and Morty versus... Il descend du Mont-Val. oui. Oui, c'est... Je suis comme... Ben oui, c'est comme vrai. moi, là. avec ses Oui, deux oui. pierres. Moi, j'ai le même look que Charlton Heston. Exactement. Exactement. La barbe, la couleur, là, je pourrais fitter. Même affaire. Fait que Rick and Morty? Rick and Morty versus Dungeons and Dragons, c'est absolument génial. Écoutez, Rick and Morty, là, c'est l'histoire d'un petit gars que son grand-père, c'est un scientifique alcoolique complètement fou, qui le fait toujours vivre des aventures stressantes, débiles. Ils vont dans l'espace, ils font plein d'affaires. C'est épouvantable ce que le kid, il vit tout le temps. Puis, écoute, c'est délirant. Ça n'a pas de sens. Ça a fait des références à toutes sortes de choses. Et là, ils sont allés chercher l'auteur de fantasy, Patrick Rothfuss, qui a écrit la série Du nom du vent. C'est un auteur là, qui se fait comparer beaucoup aujourd'hui à R.A. Salvatore par rapport à Game of Thrones. Oh boy, c'est gros ça. Hey, c'est une fucking sommité, le gars, là, Patrick Rothfuss, qui se dit lui-même un espèce de fou furieux totalitaire dans son petit monde à lui. Puis là, qui s'embarque dans une affaire où il est co-créateur avec un autre gars pour comprendre l'univers de Rick and Morty, puis un gars qui connaît bien aussi Donjon Dragon, puis le gars qui va dessiner. Et là, il s'embarque sur un délire où le petit Morty découvre dans l'autobus qu'il y a plein de filles qui jouent à Donjon Dragon, qui sont super tripantes. Puis là, à un moment donné, il va essayer de s'acheter un livre de Donjon Dragon dans une boutique. Puis là, il y en a une petite cute qui dit « Ah, si tu veux, tu pourrais venir jouer avec nous autres samedi. Et là, il capote. Et là, il demande à son grand-père d'y montrer à jouer. Oh oh. Mais en lui montrant à jouer, Eric va passer à travers toutes les éditions et à travers toutes les subtilités puis les affaires qui faisaient qu'on haïssait ces éditions-là. Et c'est insane. C'est tellement fidèle au genre. Mais il faut avoir une bonne connaissance, j'imagine, de Donjon Dragon. Il faut avoir une bonne connaissance de Donjon Dragon, il faut avoir une connaissance de Rick and Morty, mais le mash-up des deux est brillant. Tu sais, juste la première édition qui était lourde, qui était dure à jouer, puis le petit gars qui capote parce qu'il se fait tuer, là. Je pense en 3 heures, il se fait tuer 7 fois, puis il fait 7 personnages, puis il vire fou à la fin. Puis là, l'autre, il dit « Oui, mais là, c'est parce que t'as compris, il y a la 2e édition. » Puis là, écoute, le flow, il capote. Et c'est ça, de même. Combien de numéros? Ça va être un 4 numéros, une OK, mini-série. là, il y en a 2 à date? Il y en a 2 à date. C'est absolument génial. Pour tous les amateurs de donjons, là, ils vont aller jusqu'à 5e, jusqu'au trip de tout ce qui est donjon, avec tous les délires d'hack and slash, l'équipement, la folie de pillage. Tout. Ils vont chercher tous les travers des joueurs, puis ce qui fait que c'est le fun de jouer aussi. Moi, je suis un gros gamer, puis j'ai adoré. Donc, assurément en TP un jour. Oui. Alan, ton poison. Moi, mon poison, c'est que finalement, j'ai flanché sur le Amazon Prime. Oh. Ouais, il fallait que je me commande une expansion de Joking Hazard, Stroking Ben oui, Hazard. t'étais obligé. Mais tu sais, c'est parce que l'expansion est à 13,50$, puis le shipping est Alan, à c'est pas ta 5$. Fait que j'ai pris le Ouais, mois gratis ouais. pour réussir à l'avoir. Alan, je suis pas ta blonde. Ah, j'ai pas T'as besoin le de droit. justifier. Non, t'as le droit. ok, Tu peux merveilleux. faire ce que tu veux. Je me sens tellement tout le temps jugé, là, c'est pour ça. hein. Non, mais oui, je te juge, mais c'est correct. C'est ce que je disais. On est correct. Ça fait que, finalement, j'ai embarqué sur Amazon Prime. Résultat, 36 heures après, j'avais fini Jack Ryan. Ben, si, t'as un problème, Alan. Il y a véritablement un problème. il y a juste 8 épisodes, OK? Ben, il y a juste 8 épisodes. Hey, il y avait une fin de semaine de 3 jours, dont road trip à Québec à travers chez Chris m'a rien fait en Hey, fin de t'as semaine. vraiment rien fait. T'as beaucoup trop écouté de télé. Comment tu peux avoir ce shape-là? On devrait changer de shape. Il y a plein de secrets, hein? Ouais, c'est ça. Oh boy. OK, je veux pas le savoir. Mais Non, cela on étant, appelle ça le gym, c'est tout. Jack Ryan, bon, mauvais? Jack Ryan, sérieusement, là, direct en partant la série, là, après 15 minutes, j'ai fait « OK, je suis ailleurs que Netflix. » Déjà? L'image est claire, ils ont l'air à savoir ce qu'ils s'en vont, puis il n'y a pas de lacune de réalisation. C'est déjà 3 gros plus. Puis chaque épisode, là, c'est... Le premier épisode, le pilote dure 1h05, puis après, on respecte toujours le 45 minutes. Incroyable, pareil. Et c'est clair, c'est net comme série. L'histoire est super bonne. Ça parle de terrorisme, mais encore une fois, ça parle de l'islam, mais ça va toujours chercher les deux côtés.
OK. Tu sais, tu vas voir le Beaucoup point de moins vue. 24 et plus... Effectivement, ça fait que c'est pas les gentils américains contre les méchants islamistes. Ils vont toujours chercher l'autre côté. Puis, veut pas, il y a une grosse partie de la série qui se passe en Europe. C'est que il t'explique un peu pourquoi que les mouvements islamistes terroristes partent souvent de l'Europe. Comme, à un moment donné, tu vois une policière, là, on était-tu dans un sous-marin? Ben, Ben ouais, j'ai bizarre. entendu un drôle de bip. Je me demandais d'où ça venait. OK. C'est qu'à un moment donné, il est avec une policière en Europe, puis elle parle du fait que les musulmans l'ont pas facile là-bas. Arrive, vous autres, que vous êtes aux États-Unis, là, vous allez avoir des Afro-Américains, des Mexico-Américains. Vous allez avoir tout ça. Vous avez comme des idiomes pour les réussir à les nommer, tandis qu'ici, en Europe, t'es français ou tu l'es pas. Mhm. Ça fait que si t'es pas français, t'es rejeté, puis ta vie, là, peu importe ce que ça va avoir, là, tu vas te pousser d'un coin pour te mettre dans des gâteaux, puis ça crée de la colère, puis ça crée de la frustration. Série bien faite. Il y a une ou deux petites lacunes au niveau de la scénarisation, parce qu'ils n'ont pas le choix de faire avancer l'histoire, puis que ça fonctionne, il faut que tu passes par-dessus. Mais sérieusement, là, monsieur John Krasinski, qui jouait dans The Office, puis là, je savais qu'il faisait la voix du petit robot dans Next Gen que je vous ai parlé dernièrement. Génial en Jack Ryan. Il était vraiment bon. Super belle série. Très bien dosé au niveau de l'histoire et des séquences d'action. Donc, ça vaut la peine de faire un petit détour vers Amazon Prime si vous avez un mois gratuit, par exemple? Oui, effectivement, si vous voulez écouter, mais sinon, il y a d'autres choses. Il y a The Man in the High Castle qui paraît qu'il est super bon. Il y a Omen qui va embarquer dans pas long. Moi, j'attends Lord of the Rings. Puis, sans compter qu'il y a certaines séries TV qui passent aussi sur des chaînes qu'on n'a pas, que quand ils passent en live, sont disponibles sur Amazon Prime. Ah, OK. On va parler de American God, de Preacher. Ce genre de séries-là sont disponibles là. Puis, gros, moi, j'ai découvert qu'il y avait 12 Monkeys dessus. OK. La série TV. La série, ouais. Ça fait 4 ans que je veux l'écouter, la série. Je vais Là, découvrir là. qu'ils sont là-dessus. C'est Bon, alors, on sait ce que tu vas faire dans la prochaine semaine. OK, un autre 36 heures. Puis en terminant, je vais y aller avec le mien. Wonder Woman Earth One, volume 2 de Grant Morrison, Yannick Paquette. Je vous dis souvent que Grant Morrison est capable du meilleur comme du pire. On est dans le meilleur. J'aime beaucoup, beaucoup la twist qu'on fait avec Wonder Woman dans la série Earth One. Je suis content de savoir que c'est pas mort parce que les sorties sont peut-être moins fréquentes avec le Rebirth, avec les nombreuses nouveautés, avec le Black Label qui s'en vient chez DC Comics. Je me demandais si on allait mettre de côté ce que je considère comme étant presque le plus proche de ce qu'on connaît du Ultimate de Marvel, je pense, pour DC Comics. Ils sont pas liés entre eux, mais ils ont chacun leur petit monde. Puis pour quelqu'un qui a pas qui n'a pas tout le bagage de DC Comics, je pense que tu as un très, 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 très beau point de départ avec les Earth One. Les twists sur les différentes histoires sont intéressants. Tous les éléments sont là. Des fois, il y a des petites modifications, mais ça suit. L'art de Yannick Paquette, moi, ça sert à rien. Je suis en amour avec son art. Je trouve que le gars dessine super bien. Sa Wonder Woman est une des plus belles qui a été dessinée. À part Jake Dion, je le salue. Parce que c'est normal, je l'ai fait tatouer. Fait qu'à un moment donné, je ne suis pas pour dire que Yannick Paquette est meilleur. Cela étant. Vraiment, son art, génial. La qualité du produit. Écoute, quand tu regardes le livre, il est beau. Il est le fun à avoir. C'est un bel item de collection. Ça se lit un peu vite, par contre. Je l'ai lu rapidement. Puis il y a un élément aussi là-dedans. Puis j'attends, peut-être dans un prochain podcast pour en parler. Wonder Burqa, on en reparlera. Parce qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir des réponses à nos questions. Mais on y reviendra. Puis j'ai enfin mis la main sur Spawn Origins. Ça fait longtemps que je veux lire du Spawn. Ça fait très longtemps. J'étais découragé par le 20 volumes, par le prix que ça coûtait, par le fait aussi qu'on me disait que c'était pas toujours facile à suivre parce qu'il y avait peut-être des bouts où on n'avait pas réimprimé, on a blablabla. Il en manque presque pas sur le début. Il en manque un peu. Sérieusement, j'ai fait le décompte moi, de tout ce que j'avais de Spawn. Là, puis sur les 290 numéros qui sont sortis, il m'en manque une trentaine. Okay. Et c'est du stock que je sais pas que je peux faire pour trouver. Là. OK. Donc, j'ai commencé ça. Excellent. C'est tellement bon. C'est très 90s au début, là, mais c'est très, 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 très Mais bon. effectivement, c'est très 90s. Rien que le premier numéro, les 22 pages, le bon. temps entre I, Simon puis deviennent Spawn, tu fais comme, ils vont m'expliquer comment c'est arrivé. Non. 12 cases plus tard, pas 12 pages, 12 cases plus tard, il est Spawn. Ah, il commence à spawn. Pouf! Ouais, c'est direct. Oublie ça, il n'y a pas Puis- d'origin stories. Là. Moi, une des choses que j'aime le plus là, de McFarlane dans cette série-là, c'est ses maudits journalistes. Ah, Y a-tu du cynisme Sont-tu de drôles? société? Là, tu le mets dans la tête des années 90, parce que je l'ai encore Spawn présentement, puis ils sont encore là. Ah, sont encore là? Les Puis, trois? Les trois, là, puis le gros, il est pro-Trump, puis Ah, tout, là, il oui. est toujours là-dedans. La fille est CNN au bout, puis l'autre est un espèce de pastiche Puis, d'entertainment. à chaque fois que tu là. lis ça, là, il faut toujours que tu fasses ça, puis là, tu fais comme, il y a tellement un cynisme, la société Mais ça fait très là-dedans. Frank Miller, hein?
Ça fait très Robocop 1, ça fait très... Mais Frank Miller n'a jamais réussi à mettre autant d'écriture dans une seule bulle. Parce que quand les journalistes embarquent, t'en as pour 10 minutes à passer. Ah oui, Frank Miller, quand dans Dark Knight Returns, là, c'est lourd, les journalistes, là, c'est très, très lourd. Mais j'aime ça, cette espèce de critique sociale-là, très 90s. Moi, j'aime bien ça. On vous avait promis un invité spécial. Il va falloir attendre au prochain podcast. C'est ça. Il va falloir attendre. Je suis désolé pour tous ceux qui ont écouté au complet le podcast et qui n'avaient pas l'intention de l'écouter au complet. Malheureusement, on a dû remettre ça au prochain, mais je vous assure, je peux vous donner le sujet. Tu sais, je vais quand même vous donner un bonbon. C'est les 50 ans de Night of the Living Dead de George A. Romero, qui est probablement le film en 1968 qui, ça n'a pas inventé le zombie, mais je pense que ça a démocratisé le zombie. Ça a amené la culture tout autour des zombies. Et on peut y aller de Night of the Living Dead jusqu'à Walking Dead. Et je pense qu'on va faire une bonne ride avec un invité spécial. Pat, je sais que toi, t'as hâte, là. Oui. Ça vraiment. s'en vient. Ça s'en vient. Puis j'ai été très insistant avec Martin parce que Oui. il fallait qu'on le dise qu'on allait remettre C'est l'invité remis. à plus tard. C'est remis. Et on a un autre invité surprise que si vous avez été attentif durant le podcast, vous savez déjà c'est qui. Là, Martin s'est mis beaucoup de pression. Je me suis mis énormément de pression, mais ça va fonctionner. Je vous le dis, ça va fonctionner. Fait que d'ici le mois de novembre, on va avoir 2 bons gros invités à vous présenter. Effectivement, puis vous avez dû comprendre aussi que le spécial zombie, c'était comme notre spécial Halloween aussi qu'on va Ça avoir va au mois être d'octobre. effectivement notre spécial Halloween. Puis je pense que les 50 ans de Night of the Living Dead, avec la mort qui est quand même encore assez récente de George A. Romero, le fait que toi puis moi on l'a rencontré, Pat, oui, on est encore très triste, mais c'est le maître des zombies, peut-être que... Ah oui, le maître des zombies. Là. Puis je Peut-être pourrais qu'ils vont même se relever, venir là. déguisé en zombie. Il n'y a pas de problème, donc on va s'en reparler. Fait que à plus pour notre prochain épisode Oui. spécial Halloween. Ciao. Alan, Pat, Salut! salutations.